a record of the delightful piece they're going to play this evening. En partenariat avec le service de valorisation de la recherche de l'Université de Corse, Nebbia Campus Corté vous présente Débalta Science. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Nebbia. Vous êtes sur 90.6 et aujourd'hui, dans Débalta Science, j'ai le plaisir de recevoir Justine Moodzi, que j'engage à se présenter. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Du coup, moi j'ai commencé ma thèse il y a 2 ans, après avoir fait un master tourisme ici, à l'IAE de Corse. Et donc j'ai commencé cette thèse en sciences de gestion sur les stratégies de valorisation de la nature avec Jean-Marie Furth, mon directeur de thèse, et Anne Géronne. Voilà. Ah bah dis donc. déjà ça drop des names comme ça, genre. Et alors elle est sur quoi cette thèse ? Donc ça porte sur les stratégies de valorisation de la nature et je me concentre sur une étude de cas sur le site du Couchon, ou le plateau du Couchon, donc en Alta Rocca, qui est un site que sûrement beaucoup de personnes connaissent et qui m'intéressait beaucoup de par son côté montagne, puisqu'encore c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le littoral, mais pas tant que ça finalement sur les sites montagneux. Et de par l'aspect écotouristique qui a été qu'ils ont cherché à développer ces dernières années. Et du coup, oui, il y a un intérêt particulier à rentrer dans les terres comme ça pour une analyse de ce genre autour du tourisme. Eh ben oui, c'est ce que je disais, c'est que le tourisme littoral a été très très étudié en sciences de gestion, donc ma discipline, mais aussi en économie, en géographie, tout ça. Et en Corse, il me semblait qu'il y avait un manque, et même dans la littérature en général, il me semblait qu'il y avait un manque sur des sites semblables au plateau du Couchon, et aussi une potentialité d'agir encore, puisque c'est un endroit qui est en développement, qui est en mouvement, et sur lequel j'espère pouvoir faire influer au moins un tout petit peu les choses. Dans quel sens il y a des choses qui tu as un sens particulier ou tu as juste l'impression que une analyse pourrait créer des ajustements de comportement pour plus d'efficacité, enfin comment tu te le situes ça, le coup d'améliorer les choses? Alors améliorer les choses, c'est plus dans l'idée de créer des ponts entre les différents acteurs qui ont peut-être pas autant on va dire que le tourisme là-haut est peut-être pas autant industrialisé que sur le littoral. Non pas que en Corse on est vraiment une industrie touristique très très industrielle, on va dire. Tu pouvais t'arrêter à l'industrie déjà. Non pas qu'en Corse on est une industrie. Voilà, une industrie tout court. Mais là-bas c'est beaucoup plus récent, beaucoup plus neuf, et puis il y a beaucoup de projets en cours, donc j'ai l'impression qu'il y a une dynamique intéressante dans laquelle moi je pourrais peut-être apporter une forme de lien qui ne me semblait pas possible d'apporter dans des endroits comme Bonifacio où c'est déjà très bien installé avec des acteurs qui sont bien en place depuis longtemps, ou Palombagia ou d'autres zones littorales du sud Corse. Du coup, tu as dû, j'imagine, je vais plutôt le donner sous la forme d'une question, mais est-ce que tu fais des comparatifs avec des zones littorales, ou est-ce que tu l'étudies comme un objet hors du contexte, hors de la généralité qui est plutôt sur le littoral, quoi, du tourisme? Alors là, je fais pas, dans ma thèse, en tout cas, je fais pas de comparatif. Par contre, pour le choix du lieu, j'ai eu à faire des comparaisons en termes d'ancienneté des projets, d'acteurs en place, d'institutionnalisation en fait du processus touristique. Mmh. Et c'est vrai que sur le Couchon, où ça s'est fait de façon totalement différente du littoral et beaucoup plus récemment, puisque on a des sentiers par exemple qui ont été créés il y a maximum 15 ans, avec des offices de tourisme qui ont mis peut-être plus longtemps à se rendre compte de la potentialité de la montagne, avec une clientèle en fait qui a été beaucoup plus lente à arriver, puisque maintenant s'il y a 30 000 personnes en haute saison sur le Couchon, où c'était pas du tout le cas 15 ans auparavant.
Donc, alors que Bonifacio, Palombadge, on a déjà des fréquentations très hautes, même il y a 15 ans. Donc en fait, il y a presque un tourisme naissant, quoi. Voilà, c'est presque naissant. On peut pas dire vraiment naissant, puisque maintenant elle est installée. Ça fait quand même plusieurs années qu'il y a du monde, mais ça croît. Et c'est ça aussi qui est intéressant pour moi, parce qu'on sait que une grande fréquentation peut entraîner plus de contraintes une toute petite clientèle régulière, surtout sur un endroit qui est zone Natura 2000, donc c'est une réserve naturelle, avec de nombreuses espèces à protéger. Et c'est ça qui m'intéressait en fait. C'était cette hausse de fréquentation, cette dynamique de changement qui était un peu enclenchée. Alors qu'ailleurs, on n'a pas vraiment d'évolution, j'ai l'impression, dans le type de clientèle, ni dans le type d'institution qui s'occupe de gérer ce tourisme-là. Mais en fait, c'est cette apparition tardive du tourisme qui crée un tourisme un peu différent, c'est ça ? C'est ça. Bah déjà, on n'est pas du tout sur la même offre. C'est pas du balnéaire. C'est une offre qui s'est voulue un peu écotouristique, donc avec des sentiers, des panneaux d'interprétation ou pédagogiques en tout cas qui ont été faits. Et c'est des clientèles qui vont donc pour la rando et pour ce côté pédagogique. Mais en plus, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était le lien avec le pastoralisme, puisque c'est un haut lieu de la transhumance, le Couchonne, depuis de nombreuses années, que les premiers travaux qui ont été faits par la communauté des communes de l'Alta Rocca notamment, mais pas que, par la commune de Tsic, où via notamment un programme leader, ça a été de réhabiliter des bergeries. Donc au début, la dynamique est plus de réhabiliter l'aspect pastoral du plateau que de développer le tourisme. Le tourisme est venu un peu en complément. Et c'est aussi ça qui m'intéressait. D'accord. Donc il y a toujours une activité pastorale assez importante. Oui. Est-ce que ça se parasite pas trop de l'agriculture ou du pastoralisme avec une fréquentation en coup de feu, quoi, en coup de sprint? Bah alors c'est ça qui est intéressant à étudier, et c'est sur ça c'est à ça que je consacre une partie de mon étude, c'est de voir un peu, d'essayer d'analyser où se font les conflits d'usage. Et de par mes premiers entretiens, on peut déjà voir que oui, bien sûr, il y a un peu de parasitage, mais il y a aussi des points positifs pour les éleveurs à recevoir ces touristes, et pour les touristes à avoir des éleveurs sur le plateau. Déjà, au niveau naturel, il semblerait, donc je suis pas biologiste et je suis pas en sciences de la terre, mais il semblerait que le broutage des brebis et des bêtes en fait là-haut ait permis la formation de ces podzines, d'après certains articles que j'ai pu lire. Donc déjà au niveau conservation, est-ce que tu peux détailler pour nos auditeurs qui connaîtraient pas, tu disais le pâturage, ça permet ça permet de générer ça permettrait de générer ces podzines. Et il faut un peu d'activité pastorale, que ce soit au niveau des bêtes, mais aussi de brûlis et tout, pour générer la flore qu'il y a là-haut sur le plateau. Et les podzines, bon, normalement ici il y a beaucoup de gens qui sont familiers avec le terme, mais je vais préciser quand même, c'est les gros tapis de mousse un peu type tourbière, entre lesquels rigolent ces petits ruisseaux là, et qui sont assez importants pour la diversité du plateau. D'accord. Alors, est-ce que le fait que ce soit dans les terres et le fait que tu parlais de sentiers tout à l'heure, est-ce que ça permet pas justement un tourisme plus étendu, c'est-à-dire qu'une avant-saison plus longue, je sais pas, des gens qui viennent faire de la randonnée, peut-être un peu plus que sur le littoral, etc. Est-ce que déjà le Gervin il passe par le Couchonne? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ce type de tourisme en avant-saison, en après-saison, vient en fait amortir le choc? C'est-à-dire il n'y a pas un pic sur 2 mois. Par exemple, moi je suis de Porto. Porto, on prend cher, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pendant
2 mois, enfin une fréquentation complètement folle, avec tout un tas de problèmes, même sanitaires qui en découlent. Et puis après, pof, c'est fini, quoi. On retombe à 450 habitants ou 500 à Ota et 150 à Porto. Enfin, je dis des chiffres, voilà, mais on dépasse pas les quelques centaines dans tous les cas. Alors pour l'instant, moi, les chiffres auxquels j'ai eu accès, ce sont des données de fréquentation qui ont été récupérées par l'Office de tourisme et qui se font essentiellement, il me semble que c'est avril à octobre. Donc même si on peut constater que certains acteurs emmènent des randonneurs au Couchon l'hiver pour faire des sorties raquettes, par exemple, il me semble que c'est assez ça reste assez marginal pour l'instant, notamment parce que il y a des difficultés d'accès avec une route qui ne serait pas cadastrée et qui n'est pas refaite régulièrement, où il y a encore eu un accident là, il y a quelques jours d'ailleurs. Je savais pas. Et par contre, oui, il y a donc depuis qu'ils ont enlevé le cirque de la solitude sur le GR20, le nouveau tracé rejoint le Couchon. Mais le Couchon, c'est un endroit qui est super vaste et où il y a, on va dire, 2 entrées principales, côté Tsikavu et côté Cuenca, on va dire, là où il y a la structure de Bukinir, l'ancien refuge qui aurait dû être dédié à du ski de fond, tout ça. D'accord. Et pour l'instant, moi, les données que j'ai récupérées se concentrent pas mal sur la partie Alta Rocca, donc la partie Cuenca. D'accord. Après, je vais essayer de combler ça en voyant ce qu'ils ont de disponible sur Tsikavu et sur le GR20, parce que c'est vrai que ça m'intéresse aussi. Il te reste combien de temps pour cette thèse ? Alors, il me reste, on va dire, un peu autant de temps que nécessaire. Non, j'ai, pour l'instant, en théorie, une thèse, c'est 3 ans. Moi, j'ai dû me réorganiser pas mal avec notre super ami Covid-19. Puisque j'étais partie sur des ateliers avec beaucoup de monde, donc des méthodologies de recherche-action, organisation d'ateliers, avec un rassemblement de nombreux acteurs dans une toute petite pièce. Ça n'a pas plu une fois que le Covid est arrivé. Donc j'ai dû réorganiser toute ma méthodologie. Et maintenant, je suis passée sur des entretiens en face à face avec chaque acteur, ce qui prend un peu plus de temps. D'accord. Mais justement, on reviendra sur la méthode, je pense, juste après la pause musicale qu'on va faire tout de suite, puisqu'on est là. Chers auditeurs, je vous dis à tout de suite. The future is shining like a giant metal beast. It shines so bright tonight with its legs open wide. See
out of the bedroom window. We could see all the buildings collapsing around us, so we kissed. And we laid on the bed, and we waited for the ceiling to fall in. But it never did. In the morning it was all still there. The spilled milk and the dog turds. In that grey ashtray morning light, I could hear thousands of people, and they were all singing this song. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La, 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 la. Hey, butcher! Oh, hey, butcher! What's your name? Oh, hey, butcher, what's your game? Oh, you take all their love, and you suck out their eyes, and then you rip out their hearts, and you eat their insides. Yeah, then you just walk away. On est de retour sur Radio Nebia 90.6, chers auditeurs, et toujours avec Justine Muzzi. Alors juste avant, tu parlais des entretiens que tu menais. Comment tu prends tes informations? Tu parlais aussi tout à l'heure de l'Office du tourisme. Comment tu rentres en contact avec ton matériau? Donc en fait, moi j'analyse plusieurs types de données. Je conduis des entretiens en face à face avec les différents acteurs que je peux identifier sur le plateau du Couchon, qu'ensuite je vais retranscrire et analyser via une technique de codage, quoi, donc on passe sur un logiciel et en fait je code toutes les phrases que je rassemble dans des espèces de petits dossiers et ensuite j'analyse tous ces dossiers pour faire mes rapports et pour étayer ma réflexion, quoi. Mais tu regardes quoi, la récurrence des mots, la récurrence de certains concepts ou problématiques? C'est des concepts, des thèmes. Je fais plusieurs types de codage, donc ça, on va avoir un codage processuel. Donc je code des actions, je code des sentiments, je code. Tu codes des sentiments, balèze. Oui, enfin on essaye avec la littérature qui m'a permis de faire ça. Mais voilà, et après je fais ce qu'on appelle une triangulation des données et pour ça je vais utiliser d'autres sources qui peuvent être, ça peut être un peu de tout, mais il y a surtout des documents officiels de gestion, des comptes rendus de réunion, des articles de presse. Je peux avoir, par exemple, pour la vision des touristes, je peux être amené à coder des entretiens TripAdvisor ou des choses comme ça. C'est assez large. Et ensuite, je regarde la correspondance entre ces différentes sources pour m'assurer d'une certaine, on va dire, validité. Oui. D'accord. Et tu parlais aussi de l'Office du tourisme. Dans quel cadre est-ce que tu as affaire à des institutions? J'imagine peut-être pas que l'Office du tourisme, peut-être, je dis de bêtises, peut-être l'Audarc ou la collectivité. Qui intervient comment? Enfin, à qui tu fais appel et à quoi ça te sert? Donc, ça c'est un travail qui est assez intéressant. C'est l'identification de toutes les parties prenantes à l'œuvre sur un site comme le Couchon. On se rend compte assez vite qu'en France, en France et en Europe même, sur les sites naturels touristiques, il y a souvent un millefeuille institutionnel. Donc ici, sur le Couchon, il va y avoir par exemple Natura 2000, le parc, l'Office de l'environnement, la communauté des communes de l'Altaroc, les communes de Tic, à Voudolen, donc il y a Serra d'Escopa Menaquent. On a aussi des gens comme l'Adréal, la DDTM, l'ONF, et puis il y a ces parties prenantes aussi, donc les acteurs touristiques, les éleveurs, on a les visiteurs, on a les locaux qui participent à la vie du plateau aussi. Donc c'est un peu l'idée, c'est un peu d'essayer d'identifier déjà toutes les parties prenantes et de pas en oublier, parce que dans la littérature sur le tourisme, il y en a qui ont été souvent oubliés, notamment les résidents et les touristes eux-mêmes, aussi bizarre que ça puisse paraître.
D'accord. Et oui, est-ce qu'il y a une communauté de communes sur le plateau du Couchonne? Oui, donc la plus importante en termes de gestion, et qui possède donc un des accès principaux, c'est la communauté des communes de l'Alta Rocca. D'accord. Du coup, j'imagine que tu as pas mal à faire à eux aussi, par rapport à l'aménagement du territoire, etc. Oui, c'est des personnes clés pour tout ce qui est donné, et puis on les retrouve dans tous les comptes rendus, tous les documents d'objectifs, tout. Et voilà, oui, ils sont hyper importants pour comprendre le plateau. Ça peut paraître c'est presque un peu technique, mais je suis curieux de savoir, à partir de combien d'entretiens tu te dis c'est assez? Alors, en fait, c'est pas un nombre. Personnes, tu vois, parce que, par exemple, tu me disais tout à l'heure, si tu pouvais, tu les ferais avec des groupes de personnes plutôt. Est-ce que ça t'a engagé par rapport à ça, est-ce que ça t'a engagé à une nouvelle grille de lecture, c'est-à-dire, comme j'ai affaire à un groupe, ils ne vont pas s'exprimer de la même manière que s'ils étaient tout seuls. Est-ce que c'est des choses, si tu veux, en termes d'analyse du discours, quoi, est-ce que c'est des choses qui t'ont fait poser question? Oui, bien sûr, c'est des choses qui posent question et qui seront bien expliquées dans ma thèse au final. Après, c'est pas un nombre d'entretiens que je cherche à obtenir, c'est ce qu'on appelle une saturation théorique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans des entretiens qualitatifs, on se rend compte que souvent la même information ou une problématique, un thème évoqué va entraîner toujours plus ou moins les mêmes données. Et c'est à ce moment-là qu'on sait que c'est plus la peine de creuser ce point-là, en gros. Donc c'est pas un nombre, c'est vraiment, ça dépend des acteurs. Si j'ai 250 000 visions différentes sur le Couchonne, il faudra que je fasse vraiment 250 000 Il y a un autre axe à prendre à partir de là. Mais ouais, non, c'est du style, si tout le monde te dit rouge, à 200, tu vas pas aller à 3000 pour... voilà. Non, en général, pour une thèse, c'est... Il y en a qui... C'est genre 50-60 entretiens vraiment semi-guidés, semi-dirigés. Combien tu as dit 50-60. C'est bien, c'est bien. Alors vis-à-vis de la méthode, j'imagine que tu mets quand même en place un cadre théorique par lequel analyser tous ces résultats. Donc j'imagine que tu fais appel à une littérature antérieure aussi. Comme tu disais, tu es une des premières à t'intéresser au tourisme à l'intérieur des terres. Est-ce que tu t'es pas retrouvé un peu dans un no man's land intellectuel, ou de cadre théorique? Comment tu t'es débrouillé face à ça? Ailleurs qu'en Corse, c'est quand même, on a beaucoup de littérature sur la montagne, hein, surtout avec les stations de ski françaises, etc., qui ont beaucoup été étudiées. Moi, les notions théoriques qui m'ont intéressée, sur lesquelles j'ai beaucoup lu depuis le début de la thèse, c'est les destinations, les sites touristiques, donc tout ce qui tournait autour de l'organisation des collectifs autour de ces deux concepts, on va dire. Ensuite, il y a deux théories de la gestion, donc la théorie des parties prenantes et la théorie des ressources, sur lesquelles je me suis beaucoup arrêtée, mais pour essayer de ne pas biaiser mes données, pour l'instant, j'essaye de faire en sorte que la problématique ressorte directement du matériau que je récupère, sans coder en fonction des théories que j'ai étudiées, pour voir justement après, en appliquant ce filtre, si tu veux, de la théorie des parties prenantes, par exemple, je trouve des choses qui diffèrent, qui émergent, etc., ou pas. Oui, c'est-à-dire que en fait, tu essayes pas de faire rentrer les faits dans la théorie, tu essayes d'avoir une approche empirique, c'est-à-dire voir s'il n'y a pas des patterns qui émergent de ce que tu constates sur le terrain, c'est ça? C'est ça, pour essayer, parce que souvent on se rend compte que quand on essaye de tout mettre dans une boîte, on le fait rentrer un peu de force, et moi j'essaye d'éviter ça. C'est souvent le problème avec les boîtes en sciences, ouais, effectivement. Alors, est-ce que tu arrives à des débuts de résultats? Est-ce que tu as des trouvailles, des choses qui t'ont interrogé, ou que tu te dis peut-être que par là-bas il y a quelque chose à découvrir?
Bon, bien sûr, moi j'en ai beaucoup trop. Il y a notamment, je sais pas trop comment les caractériser pour l'instant, mais il y a cette espèce de polarité du plateau avec le côté GR20, Tikavo et le côté plus Quenz. Qui m'interroge. Après, je sais pas. Donc, c'est des polarisations qui se font géographiquement. Mais ça, c'est géographique pour le coup. C'est peut-être un peu trop géographique même pour mon directeur de thèse. Donc, oui, je lui passerai pas le lien vers. C'est pas tant une histoire idéologique. C'est plus. Après, une histoire, il y a des choses qui m'interrogent pas mal sur la conception de la nature. On voit que, entre Natura 2000, entre le côté plus touristique et entre le côté éleveur, les visions de la nature sont pas forcément toujours les mêmes. Et l'inscription dans la nature sont pas du tout les mêmes. On va dire que l'éleveur, pour le coup, qui vit au contact de la nature, a une vision de la protection du plateau qui me paraît pour l'instant assez différente de celle de des acteurs de Natura 2000 que j'ai pas encore interrogé, mais dans les documents que j'ai lus en tout cas, qui va presque parfois jusqu'à une mise sous cloche de la nature. Donc moi c'est ça qui m'intéresse, c'est les différents objectifs des différents acteurs. Et après il y a aussi le rôle de l'informel. Là je suis en train de creuser cette partie-là parce qu'on voit que certains acteurs ont l'habitude de passer par des processus on va dire de mise en commun des connaissances qui sont très très standardisés, réunions, ateliers, tout ça, et d'autres qui sont vraiment ah oui celui-là je le connais, donc on peut lui parler, donc c'est à lui que je dis quand j'ai les problèmes, etc. Et qui au final les deux on voit bien que c'est comme s'il y avait un petit caillou dans l'engrenage à certains endroits, et je pense que ça je vais le creuser aussi. Oui, c'est-à-dire la théorie institutionnelle de on rentre en contact avec telle institution. Sauf qu'en vérité, on a affaire à des personnes, et donc du coup, on va privilégier celui-là plutôt que celui-là, etc., etc. Oui, je vois bien. Et alors, dans ce genre quand tu trouves ce genre de choses, comment ça se passe ? Est-ce que tu décides toute seule, de dire c'est par là que je vais creuser, ou est-ce que tu te sens l'obligation d'en référer à ton directeur de thèse, voir ce qu'il en pense, etc., etc. Est-ce que dans la thèse, on est lâché complètement, ou comment ça se passe un petit peu tout ça ? Alors, moi, il y a autant de relations avec les directeurs de thèse que de thèse, il me semble, d'après ce que je comprends autour de moi. C'est une très bonne formule, ça. Mais moi j'en parle beaucoup avec mon directeur qui me guide pas mal, parce que je suis quelqu'un qui a toujours eu tendance à être très curieuse, donc je pars facilement dans tous les sens, et heureusement qu'il est là, le pauvre, pour me recadrer de temps en temps, sinon je creuserai jusqu'à la Nouvelle-Zélande, je pense. D'accord, je vois le genre. Oui, mais c'est très bien. Mais du coup, je pense que on va finir sur cette question, puisqu'on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu penses que ton travail, ce que tu fais autour du plateau du Couchon, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui par la suite sera entre guillemets calcable, ou quelque chose dont on pourra tirer des leçons pour d'autres endroits, je pense en haut du C, oui, vers Marignane, etc. Oui, Visage, je sais pas, je dis une région comme ça. Mais est-ce que tu penses que c'est des choses qui pourraient nous en apprendre, ou qu'on pourrait calquer, sur d'autres endroits en Corse, ou même ailleurs, hein? Alors l'un de mes projets, oui, ce serait de réussir à monter tirer un modèle, un outil de gestion, on va dire. Mais le problème, c'est que je suis convaincue qu'il n'y a pas d'outil de gestion transposable à l'infini. Il faut vraiment des contextes très similaires. Il faut bien savoir pourquoi on les utilise, pour quel contexte ils ont été faits. Donc après, transposable tel quel, jamais, pour aucun autre endroit, mais peut-être adaptable, possiblement pour des endroits un peu similaires, oui, j'espère. Donc, c'est-à-dire en fonction de ton travail, si tu arrives à mettre des
des variables adéquates, on va dire, disons, je sais pas moi, je dis une bêtise, l'altitude par exemple. Si c'était un modèle physique, si tu arrives à trouver les bonnes variables, tu arriveras à faire un modèle qu'on peut calquer un peu partout. C'est ça surtout l'idée. Si j'arrive à faire un outil de gestion qui répond à une problématique spécifique, que j'ai bien identifié, qui ressort vraiment du terrain, alors dans des endroits où il y a la même problématique, il pourra être adaptable. D'accord. C'est plus, oui. plus en ces termes-là. D'accord. Mais bien, merci Justine. On arrive à la fin. Donc on va se dire au revoir, chers auditeurs de Radio Neb. À très bientôt. Merci Justine. Merci.